Docteur Jonathan Taillet, bonjour, vous êtes avec nous, vous êtes directeur de l'Institut médical du sommeil. Armelle Rancillac, vous êtes chercheuse en neurosciences, bienvenue à l'INSERM. Et Caroline Tourbe, vous êtes journaliste santé au magazine Le Point. Docteur Taillet, je voudrais d'abord vous demander quelque chose de simple. C'est quoi le sommeil qui occupe un tiers de notre vie ? Eh bien, c'est quelque chose de très important. Ça permet de nous reconstruire sur le plan physique. On va réparer la fatigue musculaire, on va libérer les toxines qui se sont accumulées dans le cerveau. Et puis, on va aussi se restaurer sur le plan psychique, puisque dans la journée, on a un certain nombre d'émotions. Et donc, eh bien, il faut digérer ces émotions au cours de la nuit pour pouvoir affronter une nouvelle journée à zéro. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, puisque vous êtes spécialiste justement de notre cerveau? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pendant le sommeil par rapport à nos moments effectivement d'existence éveillée? Il y a de nombreux processus. Le premier, ça va peut-être être le plus important, ça va être la consolidation de tout ce qu'on a voulu mémoriser dans la journée. On va repasser toute la journée et on va se dire... Ah, ça, En dormant c'était en dormant. Mais on s'en rend pas compte. C'est un processus naturel qui se fait. On réactive tous les souvenirs pour les consolider ou au contraire se dire là, c'était pas forcément nécessaire de le retenir, je vais le mettre de côté. On va aussi renforcer toutes les défenses immunitaires. On va nettoyer son cerveau en lavant vraiment pour enlever tous les métabolites qui se sont accumulés pendant la journée. On va réguler ses hormones et ça va vraiment rééquilibrer toutes les fonctions pour pouvoir repartir le lendemain sur une bonne journée de travail. Alors, on comprend, quand on dit 63% des Français qui dorment mal, quand j'entends effectivement nos deux spécialistes, on comprend que c'est un vrai problème de mal dormir. Ah, c'est un problème. D'ailleurs, dès qu'on commence à parler sommeil, tout le monde témoigne de ses problèmes ou du problème de ses parents, de ses enfants. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'idées fausses qui circulent dans la population sur le sommeil. Chacun d'entre nous, d'ailleurs, a ses propres fausses idées. Et l'une des idées fausses contre lesquelles les spécialistes essayent de rétablir l'information actuellement, c'est sur le fait qu'on pourrait récupérer en faisant de grandes grasses matinées. Vous savez, on va se priver de sommeil pendant la semaine. Je connais les ados qui pensent ça, oui. Tellement de choses à faire. Les ados, c'est encore un truc à part. Mais même les adultes, on a tendance à te dire, bon, je me reposerai ce week-end, et puis ça rattrapera le retard. Or, les Français, il y a eu des estimations, on part avec chaque week-end, en fin de semaine, une nuit de retard pratiquement, cumulée sur toute la semaine, à force de se coucher trop tard ou de se lever trop tôt. Et donc, on se dit, on va la récupérer. Or, de plus en plus, ce qui est montré, c'est que c'est la régularité qui est le secret, c'est-à-dire le plus possible, s'endormir vers la même heure, se réveiller aux mêmes heures, la semaine comme le week-end. Ça, c'est une idée qu'on n'a pas forcément tous et en fait qui est très efficace pour retrouver un sommeil de qualité. Mais docteur Taïeb, j'ai l'impression qu'on a tous un peu notre façon de dormir. Moi, j'ai des copains, par exemple, qui me disent je dors 5 heures et je suis en pleine forme, et je fais une petite micro-sieste. Et puis, j'ai l'impression que... quelle est la bonne façon de dormir? Est-ce qu'il y a une bonne façon de dormir, d'ailleurs, au niveau des heures? Malheureusement, on est tous inégaux face au sommeil et on n'a pas les mêmes besoins. Globalement, pour 80% de la population, on va être entre 7 et 8 heures de sommeil, mais vous avez 10% de la population qui sont des courts dormeurs, qui ont besoin de moins de 6 heures de sommeil. On dort moins de 6 heures, on se réveille le matin en pleine forme physique et psychique. Et puis vous avez les longs dormeurs qui ont besoin de 8 à 9 heures de sommeil. Et là, ça peut être parfois un petit peu compliqué dans le monde dans lequel on vit, où finalement les journées se rallongent. Donc on est tous inégaux face au sommeil. L'idée, c'est de se poser la question, quels sont ses besoins de sommeil à soi? Est-ce qu'on est court dormeur, long dormeur, et de couvrir ses besoins? Effectivement, la régularité des heures de lever, c'est extrêmement important puisque ça va conditionner l'heure de coucher. Et on a ce phénomène chez les adolescents et chez les jeunes adultes de syndrome de retard de phase, jet lag social. Le week-end, on se lève à midi, 13h le dimanche. Évidemment qu'à 22h, ça va être compliqué de s'endormir. Oui, Armelle, je vois opiner du chef. Effectivement, il faut avoir une grande régularité des rythmes pour synchroniser une horloge centrale qu'on a à l'intérieur de notre cerveau, le noyau suprachiasmatique. Et plus on a un rythme dans nos habitudes, aussi bien de coucher, de lever, mais aussi dans les prises de repas, plus on va renforcer cette horloge qui va donner des rythmes à l'organisme et permettre un meilleur sommeil. Oui, mais en même temps, socialement, pardon, mais notre vie, elle n'est pas du tout faite pour ça. Enfin, on n'est pas du tout adapté à ça. Le week-end, on peut dormir plus. Pourquoi? Parce qu'on travaille moins et on ne travaille pas. Et en semaine, on travaille, donc on est obligé de tenir un rythme. Donc, comment... Ce que je trouve intéressant, c'est le côté obligatoire. Beaucoup de gens ont une perception de leur vie qui ne correspondrait qu'à la phase d'éveil. Or, la vie, c'est des phases d'éveil et des phases de sommeil. Je pense que chacun d'entre nous doit prendre conscience du fait que vivre, c'est être éveillé et dormir. Et qu'il y a autant d'importance, comme ça a été très bien expliqué sur ces phases de sommeil, il se passe tellement de choses quand on dort, qu'on doit lui accorder autant d'importance pratiquement que ces phases d'éveil. Et les vies que nous menons, la modernité, les technologies dont j'imagine on reparlera, font qu'on est plutôt poussé à sacrifier notre sommeil de plus en plus et ne pas lui accorder l'importance
qu'on devrait lui accorder. Et clairement, dans les cultures plus anciennes ou dans d'autres cultures, le rapport avec la lumière, le rythme de la journée est beaucoup plus fort. Avec le coucher du soleil. Exactement. Ce qui fait que ce côté naturel d'équilibre entre veille et sommeil se fait quotidiennement pour les populations. Oui, mais docteur Tayeb, j'ai lu, moi, des bouquins sur l'art de la sieste, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se rattraper avec une petite sieste ? Le sommeil perdu ne se rattrape jamais, mais c'est vrai que la sieste peut être un bon allié. On va s'arrêter ça. Le sommeil perdu ne se rattrape jamais. Alors, quand vous dormez mal et que vous manquez de sommeil, vous êtes en dette de sommeil. Vous avez des répercussions physiques et psychiques, et donc vous avez une qualité de vie la journée qui est moins bonne. Et donc, finalement, cette qualité de vie difficile va avoir un impact sur votre travail, sur votre vie sociale. Et ça ne se rattrape pas. Après, effectivement, la sieste peut être un allié. Winston Churchill, puisqu'on parle d'histoire, était un grand amateur de sieste. Il dormait 3 heures par nuit. Alors, c'était un insomniaque, c'est vrai, mais la sieste, justement, permettait à Winston Churchill de prendre des décisions et de pouvoir récupérer dans une journée. La sieste, c'est au bon moment et à la bonne durée. Et si vous faites une sieste, par exemple, à 18h, évidemment que ça va avoir des impacts sur la nuit d'après. Donc, la sieste peut être un allié. Mais ce qu'il faut vraiment, c'est couvrir ses besoins la nuit, parce que c'est la nuit que le sommeil est le plus réparateur. Et effectivement, il va se passer plein de choses au cours de la nuit. Une réparation physique, une réparation psychique, et ça va avoir véritablement des vrais impacts aussi sur notre manière de vivre la journée. Donc, c'est pas du temps perdu. Et je pense aussi que s'occuper de son sommeil, c'est s'occuper de sa santé, puisqu'on voit aujourd'hui, et les études scientifiques le montrent, que dormir moins de 6 heures peut avoir un impact sur le plan cardio-métabolique, par exemple, augmentation du risque de diabète, augmentation du risque d'hypertension artérielle, mais surtout, c'est le thème cette année de la Journée mondiale du sommeil, sur la santé mentale, augmentation du risque de dépression et augmentation... On en parlera justement. Mais alors, prendre des petites pilules pour dormir... je ne pense pas aux médicaments les plus puissants, mais je pense, par exemple, on a tous entendu parler de médicaments, enfin, je n'appelle même pas ça des médicaments, mais des plantes, par exemple, qu'on achète en pharmacie comme ça, sans ordonnance, pour se calmer, dormir, la mélatonine, etc. Tout ça, qu'est-ce que ça fait comme effet sur notre cerveau ? Effectivement, certaines plantes, une petite infusion le soir pour aller dormir, renforcer sa routine d'endormissement, ça va être très bénéfique. Bénéfique psychologiquement, parce que vous parlez de routine, ça me fait penser à psychologie plutôt que physique. Okay. Les deux vont de pair. Il va falloir qu'on se mette soi-même dans une condition d'endormissement en diminuant l'intensité lumineuse, diminuer favoriser les chuchotements justement pour diminuer l'intensité sonore. Et ainsi, si on prend une petite tisane, ça va aussi permettre de se calmer, de se recentrer sur soi. Et effectivement, d'avoir peut-être des plantes qui vont jouer un peu sur les récepteurs GABAergiques Les récepteurs, pardon. Les récepteurs GABAergiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des récepteurs qui sont inhibiteurs dans le cerveau et qui vont aider un petit peu comme ça le cerveau à diminuer son excitabilité. Et ça va renforcer peut-être les mécanismes neuronaux impliqués dans la régulation du sommeil. Et on voit que c'est un énorme marché. On voit en pharmacie, quand je vais dans les rayons de la pharmacie, c'est fou le nombre de médicaments. Enfin alors, je ne veux pas appeler médicaments, parce que médicaments, on pense avec ordonnance, mais aux remèdes de grand-mère presque pour essayer de mieux dormir. C'est un phénomène de mode sur leur présentation d'ailleurs. C'est un peu comme des petites gommes, vous voyez, des petits bonbons. Des gummies, on dit. Voilà, qu'on avalerait et qui serait la solution à tous les problèmes. Je pense que c'est un aspect... Il y a vraiment sur la mélatonine un aspect médical qui est important à comprendre. Et ce qui est clair, c'est que c'est un marché et que c'est à disposition. La mélatonine, elle a des effets et on peut aussi en prendre trop longtemps. Enfin, il y a des choses dont on peut discuter, je pense, avec son médecin. Quand on a l'impression qu'on prend juste un petit bonbon, ça vaut le coup d'en discuter avec son médecin. Alors justement, docteur Tayeb, vous êtes directeur de l'Institut médical du sommeil. Alors, qui vient vous voir et à quoi servez-vous ? Alors, fort heureusement et malheureusement aussi, nous avons de plus en plus de patients. Ce qu'on se rend compte sur les dernières années, c'est que les patients sont de plus en plus jeunes. Le sommeil touche toutes les couches d'âge et toutes les couches sociales d'ailleurs. Alors, à l'Institut médical, on s'occupe des patients qui ont des difficultés à s'endormir, qui sont donc insomniaques et qui parfois, malheureusement, sont victimes de ces fausses promesses qu'on peut voir notamment dans des publicités. Vous avez le fameux patient qui prend une petite molécule et puis qui s'endort miraculeusement en quelques instants. Malheureusement, ça ne marche pas. Donc, nous réalisons effectivement des sevrages médicamenteux. Nous traitons l'insomnie par le traitement de référence. Et il faut le dire aujourd'hui, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Un patient qui est insomniaque, il le devient. On n'est pas insomniaque. Et donc, finalement, il va installer des comportements qui vont nourrir son insomnie. Il va perdre confiance en son sommeil. Et cette thérapie va permettre de démêler tout ce qui s'est emmêlé au fil des années et lui permettre de retrouver un sommeil finalement réparateur sans médicaments. Et puis,
on ne parle pas assez dans les journées du sommeil d'une population aussi qui est victime du sommeil, ce sont les patients qui dorment trop. Je pense aux hypersomnies, aux patients narcoleptiques. Qu'est-ce que ça veut dire dormir trop ? Alors, ce sont des patients qui vont avoir des problèmes au niveau de l'éveil et qui vont avoir des excès de somnolence au cours de la journée dans plusieurs situations. Ça peut être au travail, ça peut être au cinéma et ça peut être extrêmement handicapant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je passe ma journée, je me lève le matin, je suis censée être en forme, j'ai assez dormi, j'ai dormi beaucoup et dans ma journée, tout à coup, je tombe, je m'effondre de fatigue. Le sommeil n'est pas réparateur chez certains patients. Alors, ça peut être de l'apnée du sommeil, je pense qu'on en parlera. Ah, l'apnée, oui, bien sûr. Ça peut être l'hypersomnie, donc il y a les gens qui dorment pas beaucoup, il y a les gens qui dorment trop, il y a les gens qui dorment mal. Et malheureusement, effectivement, le pourcentage de Français qui présentent des troubles du sommeil augmente d'année en année. Comment expliquez-vous cela, puisque vous les voyez, ces patients, justement ? Du coup, à l'aune de votre expérience, comment expliquez-vous qu'il y en ait de plus en plus, jusqu'à 63% des Français qui disent ne pas bien dormir ? On a parlé d'histoire. Je pense que depuis l'ère industrielle, le temps de sommeil est grignoté. On est finalement devenu une société hyperactive, hyper connectée. L'émergence des écrans qui se sont installés dans nos maisons, dans nos rues, mais également dans notre lit. Et malheureusement, c'est vrai qu'on veut concilier sa vie professionnelle avec sa vie sociale et familiale. Et souvent, c'est au détriment du sommeil. Donc je pense que c'est aussi ces écrans-là et ce monde hyperactif et connecté qui fait que de plus en plus de personnes sont atteintes de troubles du sommeil. Armelle, vous avez le même ressenti, vous qui étudiez notre cerveau, vous avez l'impression que nos cerveaux sont en surchauffe finalement ? Exactement, là c'est sûr que les écrans, avec la lumière bleue et la surexposition intellectuelle que ça va créer, une excitation, ça va contrecarrer les effets bénéfiques du sommeil parce que ça va retarder l'endormissement. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre un peu à se déconnecter au moment du soir pour favoriser l'endormissement et prendre plus le temps d'avoir un sommeil réparateur et de dormir suffisamment longtemps. Alors justement, certains ressentent ce besoin d'écouter soit un podcast. Vous savez, on se met des écouteurs dans les oreilles et puis on écoute une radio, une musique, etc. pour s'endormir, une espèce de petit rituel comme ça. Ou alors, ils se mettent sur les réseaux sociaux et certains dormeurs écoutent de la ASMR. Alors, ASMR, vous ne savez pas ce que c'est. Moi, je ne savais pas non plus, jusqu'à ce que mes adolescents m'en parlent. Eh bien, regardez ce sujet de Jocelyn Debrow et vous en saurez plus. C'est assez intéressant et assez troublant. Imaginez un univers dans lequel le monde entier devrait chuchoter. Pour la fin de la semaine, et notamment pour mercredi et jeudi, on va avoir le retour de la pluie. Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de 20h de France 2. Un monde parallèle où chaque être humain serait sensible. Bonjour, un expresso s'il vous plaît. Avec du sucre. À tous les bruits du quotidien. Cela s'appelle l'ASMR, un acronyme anglais pour une expérience sensorielle censée apaiser les tensions du quotidien. Désolé, je suis en retard. Ça fait 3 fois que je t'appelle, t'étais où? Vous pouvez parler moins fort tous les deux. Sur les réseaux sociaux, des professionnels de l'ASMR cumulent des millions de vues. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Parmi les plus populaires sur TikTok, Vanouki, suivi par plus de 2 millions d'abonnés, souvent très jeunes, dont certains s'endorment en l'écoutant. Aujourd'hui, on va faire un ASMR 100% bleu. C'est parti. J'ai des frissons plein la tête. Même pas 10 minutes et je m'endors déjà. Merci. Encore une nuit sans stress grâce à toi. Certains de ses abonnés suivent même ses vidéos comme une thérapie. Oui, il y a beaucoup de personnes à l'hôpital, des personnes en dépression et même des personnes qui souffrent physiquement. Et les vidéos ASMR apaisent un peu leur douleur. Docteur Taïeb, je vous ai vu un peu sourire en écoutant le sujet, mais en même temps, est-ce que ça ne fait pas partie des rituels finalement qui permettent un endormissement? Est-ce que c'est pas, quand vous parliez de nos cerveaux qui étaient tellement sursollicités depuis l'ère industrielle, est-ce que c'est pas un retour aux sources, ça? C'est un phénomène de mode, c'est vrai. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de vidéos d'ASMR. Mais en fait, c'est quoi l'ASMR? C'est de la relaxation. Donc en fait, on va diminuer finalement la fréquence cardiaque par quelque chose qui va nous relaxer. Et puis, on va finalement produire des ondes alpha qui sont des ondes du pré-endormissement. Donc vous avez ça, mais vous pouvez aussi très bien prendre une verre de tisane le pour soir. Vous mettez ça au même niveau, en fait, hein, la tisane tout ce qui peut relaxer un patient et lui faire du bien, parce qu'il y a la dimension émotionnelle de la nuit avec l'anxiété qui peut pointer son nez.
va faire du bien et va relaxer. Après, encore une fois, le sommeil, ça doit rester quelque chose de naturel. On ne va pas passer sa vie sous ASMR. Moi, j'ai des patients parfois qui me disent « Docteur, je fais de la ASMR, mais je me lève à 13h le dimanche. » Donc, ils ont beau faire de la ASMR, à 22h, ils ne vont pas s'endormir. Donc, ça peut être intéressant ponctuellement, comme des petites applications de relaxation. Ça peut être aussi la sophrologie, de la cohérence cardiaque. Mais encore une fois, si le patient est insomniaque et présente des troubles importants d'endormissement, c'est le médecin qu'il faut aller voir. Il vaut mieux consulter le médecin. C'est ça, c'est ce que je comprends. Alors, vous parliez d'anxiété liée à la nuit. Justement, vous qui êtes une chercheuse en neurosciences, je me demandais, pourquoi est-ce qu'on est anxieux à l'arrivée de la nuit ? Déjà, il y en a qui ont un peu peur du noir et c'est un moment où on va se retrouver avec soi-même et du coup, ça peut lever certaines angoisses. Et on va plonger dans l'inconnu. À l'Antiquité, le sommeil était associé à une petite mort et à une communication avec les mondes des défunts. Et donc, c'est en ça qu'il y a une petite appréhension. Au lieu de se dire « Ah, chouette, je vais pouvoir faire un rêve extraordinaire, même faire des rêves lucides, visiter une exoplanète en toute sécurité, gratuitement, toutes les nuits », c'est quand même une opportunité unique. Et non, les gens, ils ont un petit peu peur parce que dans notre société, effectivement, c'est la productivité, c'est le jour qui compte et pas la nuit. Enfin, c'est pas nouveau, la peur de la nuit. Docteur ? On a toujours une relation ambivalente avec la nuit. Et d'ailleurs, avant l'ère industrielle, le sommeil était biphasique. Ça a été largement repris par la presse. Roger Kirsch, un universitaire américain, a prouvé par des archives nationales de Londres que le sommeil était en 2 temps. Donc, tomber de la nuit, de 20h à minuit, on allait dormir, c'était le premier somme. Et puis, on se réveillait en pleine nuit, parce qu'on avait peur aussi de la nuit, des cambriolages. On surveillait le bétail, on racontait ses rêves. Et puis, on avait le deuxième sommeil. Oui, on racontait ses rêves aux autres, parce qu'il y avait un moment en collectivité. Il y avait un moment d'échange. Et en fait, ce sommeil biphasique a disparu avec l'ère industrielle, avec l'arrivée des loisirs, mais surtout la professionnalisation de la police autour de l'ère industrielle. On a commencé à éclairer les rues, on a commencé à sortir au théâtre. Et donc, à ce moment-là, les gens ont commencé à se coucher beaucoup plus tard et le sommeil est devenu monobloc. Donc, on a toujours eu cette peur de la nuit et l'évolution, l'arrivée de la lumière a modifié nos habitudes de sommeil. Donc on comprend bien, il y a l'anxiété psychologique, la peur de la nuit qui est presque ancestrale, et puis il y a l'aspect physique, mais qu'on a parfois du mal à détecter. Je pense à l'apnée du sommeil. C'est fou comme depuis quelques années, on parle d'apnée du sommeil. Alors c'est un état très particulier, peut-être que vous pouvez nous en parler plus, parce que je crois que les médias, nous, on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus et je pense que c'est un phénomène qui est un cycle vertueux, c'est-à-dire qu'on en parlait peu avant parce qu'au fond, c'était peu détecté. Maintenant, il y a vraiment aussi une volonté de la part du monde médical d'ouvrir la détection et le diagnostic plus largement. Il y a aussi des méthodes. On peut avoir des technologies qui permettent d'avoir à domicile des enregistrements, des choses comme ça, qui permettent de détecter plus facilement, plus en amont, les troubles liés à l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, la forme la plus classique, c'est celle qui va revenir à obstruer en fait vos voies respiratoires de façon régulière pendant votre sommeil. Un peu comme si on vous mettait un oreiller sur la tête quelques instants, voilà, puis après on vous l'enlève. Et vous vous en apercevez pas forcément. Ça dégrade la qualité de votre sommeil et puis ça a des répercussions qui peuvent être très graves, notamment sur le système cardiovasculaire. Donc c'est quelque chose de très important. Et en effet, il y a vraiment maintenant une volonté de s'y attaquer, de le traiter parce que ça se traite très bien. Armelle, comment se fait-il que les neurosciences n'aient pas détecté avant cette apnée du sommeil ? Pourquoi on n'en parle que maintenant, finalement, alors qu'on a l'impression que beaucoup de gens en souffrent, finalement ? Déjà, c'est une pathologie qui se développe aussi avec l'âge et avec le surpoids. Et peut-être qu'il y a quelques années, il y avait un petit peu moins de surpoids. On mourrait plus jeune, donc c'est ça ? Non, mais il y avait moins de surpoids. Ah, moins de surpoids, bien sûr. Voilà, parce que c'est une composante qui rentre dans le développement de l'apnée du sommeil. Et que du fait aussi qu'on en parle plus, ça favorise du coup peut-être des consultations chez le médecin et une meilleure prise en charge. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors moi, je voudrais savoir, je ronfle la nuit. Est-ce que je fais systématiquement de l'apnée du sommeil ou est-ce que juste je ronfle la nuit et il faudrait que je trouve autre chose comme solution ? Non. Ce qui ne veut pas dire que je ronfle la nuit, je tiens à préciser. C'est pas parce qu'on ronfle la nuit qu'on fait forcément de l'apnée du sommeil. Fort heureusement, tous les ronfleurs ne font pas d'apnée, mais c'est un facteur de risque. Et effectivement, si vous ronflez, si vous avez l'impression d'avoir un sommeil qui n'a pas été réparateur, vous avez dormi 7h30, le matin, vous êtes épuisé. Si vous allez souvent aux toilettes la nuit,
alors ça peut être l'apport hydrique et la prostate, mais ça peut aussi être le syndrome d'apnée du sommeil, eh bien, vaut mieux consulter effectivement un médecin. C'est une polygraphie ventilatoire, effectivement, les dépistages. Qu'est-ce que c'est une polygraphie ventilatoire ? Vous venez chez le médecin, il vous pose un appareil à porter la nuit et le lendemain, vous ramenez l'appareil. Mon médecin généraliste ? Alors, en général, c'est un médecin spécialiste du sommeil qui peut faire cet examen et l'analyser. Et puis ensuite, on va voir le nombre d'apnées du sommeil. Si c'est sévère, effectivement, c'est pas très bon pour le cœur, puisque le cœur n'est pas oxygéné de par ses pauses respiratoires. Et c'est pas bon pour le cerveau, puisque le cerveau passe son temps à se réveiller au cours de la nuit, alors que normalement, il devrait finalement récupérer et se restaurer. Donc l'apnée du sommeil, c'est vrai que c'est 400 millions d'individus dans le monde qui présentent de l'apnée modérée à sévère. Et comme vous l'avez dit, c'est 7 patients sur 10 qui s'ignorent. On parle souvent justement du patient qui est en surpoids, du patient qui a un syndrome cardio-métabolique, mais ça peut aussi toucher des patients qui ne sont pas en surpoids. Vous avez parfois des familles de patients qui ont de l'apnée du sommeil. Dans 70% des cas, c'est le surpoids. Dans 30% des cas, c'est la morphologie des voies ORL. Peut-être une petite mâchoire un peu en arrière qui fait que quand il y a un relâchement musculaire le soir, ce relâchement est tellement important qu'il impacte et qu'il ferme les voies respiratoires. Mais alors, est-ce que ça se soigne ? Alors, je pense à l'apnée du sommeil et je pense au ronflement. Je me souviens qu'à une époque, on parlait d'opérations, on vous coupait le fond de la gorge pour essayer d'empêcher les ronflements. Enfin, c'était assez gore. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses plus efficaces et qui fonctionnent ? La thérapeutique sur l'apnée a vraiment évolué. Il y a 40 ans, les machines faisaient 40 kg. Aujourd'hui, elles font moins de 1 kg. Donc la machine que vous mettez sur Alors le voilà, nez. si vous avez de l'apnée sévère, souvent, ça va être la machine à pression positive continue. C'est juste de l'air, et c'est pas de l'oxygène, qui va arriver au niveau des voies respiratoires et qui va permettre d'ouvrir les voies respiratoires et d'éviter justement les apnées. Alors malheureusement, on a toujours dans l'inconscient collectif la grosse machine qui perturbe la qualité de sommeil, mais cette machine peut vraiment, véritablement aider les patients et améliorer leur qualité de vie. Dans certains cas, vous pouvez avoir l'orthèse d'avancée mandibulaire. C'est un appareil dentaire que vous mettez la nuit qui va avancer la mâchoire inférieure pour pouvoir augmenter l'espace où passe la respiration. Et puis, évidemment, il y a la perte de poids, première intention chez les patients en surpoids et qui permettent d'éviter parfois la machine. Caroline, on voit bien là aussi, c'est un marché, le marché du ronflement, j'allais dire. Ah oui, sur le ronflement, oui, il y a vraiment un marché. Il y a régulièrement des innovations, des oreillers intelligents. Oui, des oreillers, j'ai vu, qui bougent. Qui bougent, en fait. Qui qui automatiquement, à vous déplacer, en gros, détectent le son, puis vont faire bouger l'oreiller. Ils vont faire un peu ce que peut faire votre compagnon ou votre compagne, vous savez, de vous secouer un petit peu. Oui, c'est ça. Vous évitez le coup de poing de votre compagnon ou de votre compagne. Mais comme ça a été dit très bien, le ronflement, c'est pas systématiquement un problème d'apnée du sommeil, c'est pas systématiquement un problème. Il y a des ronfleurs qui dorment très bien. Là, le problème, du coup, il va être plutôt pour celui qui partage le lit, qui peut en effet avoir un sommeil dégradé, voire même très dégradé à cause du bruit du ronflement. Et donc, toutes ces technologies, toutes ces choses pour ne pas ronfler, régulièrement, il y a des phénomènes de mode. Là, les oreillers, c'est typiquement le nouveau phénomène. J'ai vu 300 € l'oreiller. Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Ça coûte très, très cher. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Le problème avec les technologies, c'est que souvent, elles peuvent arriver très vite sur le marché sans avoir eu une validation très solide derrière. Elles peuvent coûter cher et vous achetez quelque chose qui ne va pas forcément vous correspondre. À l'inverse, ça peut aussi vous servir, mais vous ne pouvez pas avoir vraiment un référent objectif avant de vous lancer dans un achat qui est coûteux. Encore une fois, je trouve que ça vaut vraiment le coup d'en parler avec son médecin. Je trouve que même ça vaut le coup de parler avec son médecin de son sommeil, de son rapport au sommeil, parce que parfois on ne consulte pas, on croit que c'est comme ça, que c'est une fatalité. Le docteur Taïeb, il a très bien dit, il y a vraiment une façon de traiter les gens qui ont des insomnies ou des ronflements. Il existe des choses qui sont efficaces quand on est bien orienté. Donc c'est important de le prendre au sérieux. Et Armelle, je rappelle, c'est la journée du sommeil, c'est une journée importante et internationale et nationale. Donc on voit bien à quel point c'est essentiel. Est-ce qu'il y a des progrès scientifiques qui vont nous permettre, dans les années à venir, que vous voyez poindre, qui vont nous permettre enfin de dormir sereinement ? Alors, j'y travaille quotidiennement, parce que moi, franchement, je m'intéresse aux mécanismes de régulation du sommeil lent. Exactement. Donc, je travaille sur des tranches de cerveau pour vraiment regarder. Ah oui, alors comment vous faites ? Vous coupez des cerveaux en petites tranches et puis vous regardez comment ça se passe ? Voilà, je les maintiens en survie et je vais comme ça pouvoir regarder ce qui se passe au point de vue cellulaire et moléculaire et mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent le sommeil. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que, moi, je lis la littérature scientifique, je regarde et je m'aperçois qu'il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas encore. Donc, j'aimerais déjà, dans un premier temps, mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau pour identifier des nouvelles cibles. Et en particulier, je regarde au niveau des astrocytes, qui sont des cellules gliales en forme d'étoiles, d'astres, des astrocytes. D'accord. Et qui vont permettre de faire en sorte que les neurones fonctionnent plus ou moins efficacement. Ils vont jouer sur la pendant communication. Le sommeil.
et aussi pendant la journée. Ah oui, d'accord. Vous étudiez l'ensemble H24 notre cerveau pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire la nuit. Les différences entre le jour et la nuit et comment ces interactions avec ces autres cellules, au niveau des centres qui sont importants dans la régulation du sommeil, vont pouvoir renforcer les circuits neuronaux dans un sens ou dans l'autre. Parce que si on inhibe le sommeil, on favorise l'éveil et inversement. Voilà. Écoutez, c'est très bien, mais on voit bien que ce n'est pas un sujet qui est terminé. Hein. On va en reparler, évidemment. Je vous écoutais, j'étais captivée, donc je n'ai pas vu que l'émission arrivait à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue. Et puis, évidemment, vous retrouvez Axel de Tarlet lundi.